You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 33e épisode de Cold Facts, le deuxième de la semaine, c'est normal, c'est les playoffs, et les playoffs ont véritablement commencé quand le juge unique commence à envoyer 6 matchs de suspension à Marc Barberio, un match de suspension à l'encontre de Sven Andrighetto. On va y revenir puisque Lausanne est toujours dans la course après une très très belle et convaincante victoire 5-2 mercredi à Malais. Après, on passe quand même à nos pronostics, puisqu'il y aura des matchs vendredi, que 2. Pourquoi que 2 ? Parce que les deux autres séries sont déjà terminées, et on va revenir sur la série Fribourg-Gotteron contre Genève Servette. Genève qui s'est imposée 5-0 à la BCF Arena, et qui a empoché la série 4-1. On va regarder du côté fribourgeois ce qui n'est pas allé, du côté genevois ce qui a bien fonctionné. Et puis on termine avec un coup de chapeau à Rapperswil qui a réussi à sortir Lugano, là aussi en 5 matchs, 4-1 dans la série et qui va se retrouver en demi-finale alors qu'ils étaient 10e de la saison régulière. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va bien, je suis content, on a vu du hockey sur glace de bon niveau, du hockey sur glace de play-off. Et... En fait, je crois que j'ai commis une erreur durant ces débuts de play-off. J'ai dit que les séries commençaient quand une équipe gagnait à l'extérieur. Non, les séries commencent quand il y a une décision qui fait parler et qu'on a environ 300 réponses sur Twitter en moins de 10 minutes. C'est là le vrai point de départ des play-offs. On peut officiellement dire que les play-offs ont commencé, sauf pour Fribourg. Mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour Lugano, mais... Oui, dans une moindre mesure nous concernant. Mais là où tu veux en venir, évidemment, c'est les décisions qui sont tombées jeudi matin concernant Marc Barberio. Si je dis pas de bêtises, 6 matchs, 8 900 francs d'amende. Et pour Sven Andrighetto, 1 match et 2 500 francs d'amende. Et celle qui fait parler... Eh ben, c'est plutôt celle d'Andrighetto, je suppose. Oui, je te propose qu'on aille chronologiquement, justement. On commence par celle qui fait... Alors, selon nous, en tout cas, les gens pourraient ne pas être d'accord avec nous, mais les 6 matchs contre Marc Barberio, donc j'ai lu le délibéré, j'ai lu le rapport du PSO, donc le délégué à la sécurité des joueurs, et selon lui, donc on rappelle, il y a 2 actions qui sont sur la table concernant Barberio. 58e, 59e minute, c'est un piquage sur Sven Andrighetto et une charge à la bande sur le même Sven Andrighetto. De là à dire qu'il y avait une cible dans le dos, il n'y a qu'un pas à ce moment-là. En tout cas, selon le juge unique, sur recommandation du PSO, les 2 charges ont été mises en catégorie 2. Et ça veut dire plus d'un match. Ouais. Et moins de 4. Ça fait entre 2 et 4 matchs, en gros, pour chacune de ces 2 charges. Le piquage, c'est 2 matchs selon le juge unique. La charge, c'est 3 matchs. Ça fait 5. Comme c'est sa 4e pénalité de match, mais sa 3e... je me suis embarqué dans un truc trop compliqué, mais c'est pas grave. Il y avait des méconduites. Il y a eu une méconduite et 2 pénalités de match. Et donc, elles sont dans des catégories différentes. C'est sa 3e pénalité de match. Ouais. Donc, il y a récidive, un match supplémentaire. Dans le jugement, il y a les excuses de Marc Barberio qui dit « c'est un ami à moi ». Comme disait quelqu'un sur Twitter, quand tu as des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. On le salue d'ailleurs au passage. Et donc, il y a aussi Zurich qui attire l'attention sur le juging en disant « Ok, ces images sont hors délai, il y a pas prescription, mais vous ne pouvez pas les juger, mais pour mettre du contexte, Marc Barberio a pété un plomb durant cette série. Voilà les images de la scène qui est passée inaperçue samedi soir. Un coup, on parlait de coup de hache concernant Walzer sur Eric Fer. C'est du Hornous, moi j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, mais un coup de Hornous de la part de Barberio qui vise le haut du corps, en tout cas de Rowe. Je ne veux pas dire qu'il vise la tête, parce que là, c'est donner des mauvaises intentions, alors que ce n'est pas le cas. Qui vise le haut du corps et ce n'est pas une action de hockey. On y reviendra sur la notion d'action de hockey un petit peu plus tard, d'ailleurs. Bref, pour l'ensemble de son œuvre, Barberio a reçu 6 matchs et aucune de ces décisions 2 plus 3 plus 1 me semble problématique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. J'aurais inversé peut-être. Je trouve le piquage plus embêtant. Plus vicelard. Ouais, exactement. Je trouve que ça, c'est vraiment la frustration. Parce que la charge dans la bande, je l'ai revue plusieurs fois. Alors,
est-ce que Sven Andrighetto exagère un petit peu? En tout cas, visiblement, quand il sent, il a tendance à se laisser tomber. Heureusement, il n'a pas été blessé, donc pas de commotion, pas de trucs comme ça, ce qui tend à penser que normalement, en tout cas, c'est possible qu'il ait exagéré. Moi, c'est comme ça que je l'aurais ressenti. Je trouvais la frustration mérite d'être sanctionnée. Mais tu m'aurais dit 3 pour le piquage et 2 pour le truc, aucun problème. Mais sur l'ensemble, en plus en tant que capitaine, ouais, c'est ça qui rajoute aussi au fait que... mais après, on parlera d'Andrighetto qui est top scorer. Il y a aussi des choses à dire, mais voilà. Ouais, moi, alors, le seul point où je te rejoins pas sur la charge à la bande, c'est que si tu cherches le puck à ce moment-là, on parlait d'action de hockey, pour moi, il n'y a pas le puck. Le puck n'est pas là. Et au moment où il va charger à la bande, le puck est à 10 mètres. Ouais. Et pour moi, c'est là où je pense qu'il y a un facteur aggravant d'une, entre guillemets, bête charge à la bande où tu dis c'est un match. Là, il y a une gradation supplémentaire qui fait que la catégorie, elle est... Il y a une volonté d'aller faire mal à un joueur, pas de blesser, de faire mal. C'est quand même encore différent. Mm-hmm. Il ne veut pas volontairement essayer de le blesser. Parce que là, c'est catégorie 3, c'est plus grave encore. Mais c'est pour ça que cette catégorie 2, moi, elle me convient. Les 6 matchs me conviennent. En plus, Lausanne gagne sans Marc Barberio, perd avec Marc Barberio. Donc finalement, je crois que Lausanne a fait recours pour demander 8. S'ils vont en finale, il ne faut pas qu'ils puissent revenir jouer. Je crois que c'est ça, non? C'est bien possible. Toujours est-il que de l'autre côté, Sven Andrighetto, pour un coup de crosse à la nuque de Charles Hudon, en fin de match aussi. D'ailleurs, c'est à peu près là aussi dans les 5 dernières minutes du match. Il vient avec ses 2 mains à hauteur du cou du Québécois. Alors exactement, je sais bien que tu insistes là-dessus parce que je pensais qu'on allait directement parler de la sanction, mais tu as raison. On a suffisamment pointé du doigt, et je pense à raison, Marc Barberio pour son comportement en fin de match et ces 2 charges et ces 2 actions qui ont été justement sanctionnées. Parlons de Sven Andrighetto à ce moment-là aussi, parce que le match n'est pas plus ou moins joué que lorsque Barberio pète un câble l'autre soir. C'est un peu les mêmes circonstances. C'est la fin de match. Il y a une grosse différence quand même, c'est que c'est une action de hockey. Et je pense que c'est ça qui sauve, entre guillemets, pas entre guillemets, qui sauve, il n'y a pas de guillemets à mettre là, qui sauve Sven Andrighetto. Il y a le puck, il vient jouer le puck. Après, il faut voir comment. Et là, tu vois qu'il y a une frustration qui s'est accumulée. Oui, je pense qu'il s'est fait pourrir pendant toute la série. En même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. C'est complètement logique que le meilleur joueur adverse ait un traitement spécial. Toujours en essayant d'être correct. Complètement. Mais Barberio a été sanctionné, il n'était pas sur la glace à ce moment-là. Donc peu importe finalement ce qui s'est passé dans les matchs précédents, Andrighetto il repart à 0. Dans le sens, Lausanne repart à 0 sans Barberio. Andrighetto il doit repartir à 0. Donc oui, il peut y avoir de la frustration accumulée. Oui, ce match s'est peut-être pas bien passé. Ou oui, il a peut-être pris un coup ou l'autre. Ouais, mais en même temps, c'est la moindre des choses, c'est les playoffs. Tant que c'est correct et tant qu'il n'y a pas de volonté de blesser ou de faire mal ou je ne sais quoi, jouer dit l'arbitre, on va dire, en foot. Et jusque-là, c'était jouer dit l'arbitre. À ce moment-là, le puck va dans le coin. Il y a une première... On a beaucoup parlé de première et deuxième charge de Christian Marty sur Malguin. Là, c'est quand même encore un tout petit peu différent dans le sens où il le pousse à la bande et après, il remet un coup. Donc là, c'est peut-être la différence qu'on pourrait voir avec d'autres charges qui ont été plus sanctionnées. On revient sur les sanctions juste après. C'est qu'il est à l'arrêt. Ouais. Et le puck c'est ce qu'on m'a dit aussi. Voilà, tant mieux. Il est à l'arrêt et le puck est dans les parages, on va dire. Donc c'est une action de hockey. Il joue avec sa canne haute. Par chance, Charles Hudon, à part ça, ça peut très mal se terminer cette scène. Moi, c'est un peu ça, c'est le point qui me gêne dans cette sanction d'un match. Si la charge n'est pas, si c'est pas aussi haut, tu dis un match, ok, fine, t'as pris ta 5 plus match. Là, c'est quand même... Ça peut, alors tu me diras, on doit jamais juger les conséquences d'un acte. Et donc, c'est pas parce que Charles Hudon a pas fini en chaise que c'est pas grave. Non, moi je pense qu'il va un peu haut. Et même si c'est une action de hockey, elle est quand même dangereuse celle-ci. Comme tu dis, il le pousse à la hauteur des omoplates ou à la hauteur des cuissettes, de frustration. Il a quand même moins de chance de lui faire mal au cervical, sans doute, que d'arriver avec sa canne à hauteur de la nuque. Exact. C'est vraiment ça. Et j'avoue que d'emblée, j'aurais dit 2 matchs, parce que ça se fait pas.
et que je me souvenais de la pénalité de Genadzi, on va pas comparer, mais vu que c'était quand même un peu aussi canne, visage, nuque, je trouve que c'était assez parlant finalement, et d'avoir une certaine ligne de conduite aurait été assez bien vu. Maintenant, effectivement, si tu le suspends 2 matchs, ça veut dire que potentiellement, il ne serait pas présent pour le match 7. Mais est-ce que tu dois juger parce qu'on est en play-off, et parce qu'on est en saison régulière d'une manière différente? J'aurais tendance à dire que non. Hein. J'ai l'impression que c'est... Moi, je suis totalement favorable à ça. Je dis dans un point de vue totalement... sans prendre de cas particulier, la Suisse, la Nouvelle-Zélande ou la NHL. Dans un point de vue complètement... Si on réfléchit pragmatique, un vieux match d'octobre... On dit tout le temps à Ambry, les matchs en octobre. Ils n'ont pas lieu qu'à Ambry. Un vieux match d'octobre à Rapperswil, voilà, il a 100 fois moins de valeur qu'un match 7 de play-off. Et effectivement, je peux comprendre que dans une logique d'un juge, là encore une fois, je ne parle pas d'Andrigetto, on se dise, attention, la sanction va faire nettement plus mal en play-off qu'en saison régulière. Et donc, adapter les sanctions en fonction, je peux complètement l'entendre. Mais alors dans ce cas-là, tu le fais systématiquement. Et dans ce cas-là, ça veut dire que Barberio, s'il a pris 6 matchs en ayant eu une jauge play-off, à savoir on baisse un petit peu tout, ça veut dire qu'en saison régulière, il prenait quoi, 14. Il n'aurait jamais pris ça. Donc visiblement, c'est pas une réflexion qui est faite à la lumière de l'exemple de Barberio, où les 6 matchs semblent être une sanction... digne de la saison régulière, dans le sens il n'y a pas eu d'emphase qui a été mise sur le fait qu'on est en play-off. Donc, il n'y a pas à en avoir non plus pour Sven Andrighetto, qui manquerait certes le match 7, mais... On ne sait pas si on aura de match 7, mais enfin, justement, on ne doit pas penser à ça, je trouve. Absolument. On doit juste se dire, on juge la faute, peu importe si elle intervient au match 1, 2, 5, 6. C'est comme ça. Enfin, on fait quoi si c'est au match 6 qui se passe ça? Exact. Bah, il ramasse un match, il n'est pas là pour le match 7. Donc, voilà. Je pense que dans le rapport du PSO, il détaille toujours la scène et il dit, et moi je pense que c'est les 2 mots qu'il sauve, et je l'ai dit avant, c'est ils sont les deux en train d'aller vers le loose puck when they engage into competitive contact. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est dans une action de jeu, et ça sauve Andrighetto. On s'est aussi un peu renseigné en préparant cet épisode avec des gens un peu plus expérimentés que nous, patins aux pieds. Voilà. Et alors, pour dire si ça fait discuter, on a eu les sons de cloche qui allaient de « c'est tout à fait correct, un match, j'aurais pas mis plus » à 3, ça aurait été la bonne dose. Exact. Donc, et c'est tous des romans, par contre. On n'a pas commencé à aller téléphoner à nos amis zurichois. Mais donc, tout ça pour dire que c'est pas un scandale qu'il ait pris qu'un match. 2, ça m'aurait quand même semblé être un peu plus juste, mais ça veut dire que tu passes en catégorie 2. Et c'est ça le problème, c'est quand tu passes en catégorie 2, c'est qu'il y a une intention de blesser. Et le fait qu'il soit en competitive contact, comme c'est écrit dans le PSO, bah, tu ne mets pas en catégorie 2. Je pense que c'est pour ça vraiment qu'on est en 1 et donc un match. Mais tu vois, le competitive contact avec une crosse à la nuque, je me dis, peu importe, enfin, tu peux sortir tous les arguments que tu veux. Ah, bah, c'est pas moi. Hein. La crosse sur l'épaule, la crosse sur les cuissettes, la crosse... Même un vieux coup de crosse, on en a vu souvent, qui vient te pousser à la bande et après tu pars en avant et tu tapes la tête. On en a vu, il n'y a pas besoin qu'il soit à la nuque. Mais le fait que tu arrives contre la nuque, j'ai de la peine à voir autre chose qu'un motif assez agressif. Quoi. C'est juste ça. Non, mais moi je trouve aussi problématique qu'il n'y ait qu'un match. Et là aussi... mais pour ce que j'ai dit avant, hein, c'est ça à mon avis le raisonnement là derrière, c'est qu'ils le mettent en catégorie 1 et non en catégorie 2. Mais pour calmer tout le monde dans une série où ça a quand même bien déconné jusqu'à présent, et pas que dans un sens, hein, on a eu les journaux zurichois qui nous sortaient toutes les charges lausannoises, et les romans ou les fans de Lausanne ou les journaux romans s'intéressent beaucoup à celle de Pedretti, disons. Ouais. Donc ça a déconné dans les 2 sens. Alors, on parle pas de Barberio évidemment. Tu lui mets 2. Il n'est pas là dans un éventuel match 7, ça calme tout le monde. Barberio n'est pas là, Andrighetto n'est pas là. Si ça se trouve, vu que Barberio dit c'est un de mes amis, ils peuvent même voir le match ensemble depuis une terrasse, si ça se trouve. Mais comme ça tu as une chance d'éviter l'escalade. Si Andrighetto est sur la glace d'un éventuel match 7 à la Vaudoise Arena,
ça peut de nouveau être compliqué. Et celui-là, il faudrait pas le rater. On parle de hockey aussi maintenant. On a parlé pas mal de suspensions. C'est les playoffs, je t'ai dit. Bien sûr. Ça a commencé. Bien sûr. D'ailleurs, tu parles de faute. Il y avait aussi une faute de Troutman sur Berchi à un moment. Berchi était vraiment pas content. Il s'est énervé avec son casque parce qu'il saignait. Et là aussi, quand le joueur est aussi furax, un joueur comme Berchi en plus, qui sait qu'il va pouvoir se faire frapper, mais on sentait qu'il avait l'impression que là, il y avait une injustice. Tout à fait. Bah, ma foi, voilà, on sait que c'est les playoffs, mais on peut comprendre une certaine frustration. D'ailleurs, Lausanne, qui a fait un excellent match, et j'ai aussi envie de dire surtout une excellente deuxième moitié de match. Je pense qu'à partir de la 30e, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans les têtes zurichoises, on a eu l'exact reflet de la partie précédente où justement Lausanne a pété les plombs. Et là, c'est Zurich qui a complètement fait n'importe quoi. Octan Ricard Grunborg parlait de Kopfjagd lors du match où il n'était pas content envers les Lausannois, envers Barberio et envers tout le staff. Autant là, alors à ce moment-là, tu peux pas blâmer d'un côté et faire finalement une sorte de copier-coller, je trouve, sur ce match-là. Surtout que Zurich menait 2-1. Lausanne n'était pas bon. Il y a 4 pénalités avant la 20... qu'est-ce qu'on va dire, avant la 30e. Et de nouveau, des pénalités frustrantes, un peu bêtes de la part des Lausannois. Et après, 0 minutes. Donc, c'est comme s'il y a eu ce switch. Et je pense que ce qui fait le plus mal à Zurich, c'est ce but de Malgin. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est un surnombre zurichois qui entraîne la pénalité. Et tu les vois vouloir revenir au banc en se disant « Merde, on a un de trop ». Les arbitres le voient. Et là, Lausanne, qui a un powerplay quand même, qui était nullissime en saison régulière, ou en tout cas en fin de saison, ça allait pas du tout, on l'a thématisé. Et là, ils sont premiers de la Ligue. Alors, l'échantillon est faible, mais 31-25. Et ils en mettent 3 sur 4, on va dire, puisque le 5e est dans la cage. Oui, le 5e ne compte pas. Enfin, ne compte pas. Il compte, mais... Et tu te retrouves avec le premier but du Don, où c'est une déviation d'un des défenseurs zurichois qui trompe Weber, le but de Malgin, et puis le but de Frick, mais... Là, tout d'un coup, ça commence à tourner. Et il n'y a pas Barberio qui est censé être le quarterback du powerplay. Enfin, l'explication est folle. Il n'y a rien qui va, mais tout marche, quoi. Et là où je te rejoins complètement sur le switch à la mi-match, si tu regardes la première partie de la rencontre, moi, il y a une horreur de relance de Lucas Frick depuis derrière son but, directement dans la canne d'un Zurichois. Et là, tu dis, mais ils sont pas là, les types. Et derrière, il fait une magnifique passe à Malgin qui décide d'aller tout seul alors qu'ils sont en 2 contre 1 avec Exactement. Et c'est vrai que moi, je ne comprends pas comment, après le 2-1 de Zurich, ils soient pareillement sortis du match. Parce qu'à ce moment-là, Zurich est en contrôle. Lausanne est pas loin de la rupture, on va dire. Tu vois qu'ils commencent ils ne sont pas terribles à ce moment-là. Et non, c'est Zurich qui se sort du match, j'ai presque envie de dire tout seul. Et effectivement, tu l'as dit très justement avant, ils les remettent dedans avec une pénalité de surnombre. En plus, c'est un surnombre stupide parce que le puck revient le long de la bande côté banc zurichois. Il y a un joueur qui saute un peu vite sur la glace, mais si Gehring ne prend pas le puck, et pourtant Dieu sait s'il est expérimenté, s'il ne prend pas le puck à ce moment-là parce qu'il voit qu'ils sont trop, il n'y a pas de problème. Mais là, il joue le puck, donc ils sont trop nombreux pour le maintenir en zone offensive. Alors que tu as... Bien sûr, tu me diras, c'est logique qu'il essaye de laisser le puck là, mais avec son expérience, il ne doit pas se faire choper, il me semble. Et il était très frustré après, si tu regardes les images. Et derrière, oui, ça a été un peu le château de cartes, j'ai l'impression, qui s'est effondré. Puis le dernier coup, c'est Andrighetto à la 55e. Alors que... Je dirais qu'il y a même un coup avant, c'est le but de Berchi à la 41e. C'est que 31 secondes après le retour, tu as ce 39-21 de Malgin et 40-31. Finalement, qui sont très très proches, le moment clé. Ça fait hyper cliché de dire ça, mais il se trouve que c'est complètement vrai. Et on a vraiment l'impression que Zurich a perdu le fil en se disant mais non, on devait gagner là normalement. Et on sait que ces deux équipes sont proches. Tu parlais des journaux suisses allemands, ils ont dit assez justement, ils ont relevé les qualités lausannoises aussi en disant pourquoi ce côté pugilat ou ce match avec où c'est haché, où tu as l'impression que c'est plus du handball avec où tu joues à 4, 8 minutes sur 20. C'est pas très intéressant pour les téléspectateurs. Et ben là, ça a complètement changé. Lausanne a commencé à vraiment jouer au hockey et ils ont utilisé leur qualité. Il y a quand même des choses
où je me dis, tiens, j'attendrais toujours plus d'un Joris, mais ce qui est sûr, c'est que Malguin est de retour. Est-ce que c'est lui qui catalyse tout Lausanne? Ce serait lui donner beaucoup de crédit, mais toujours est-il que c'est lui qui marque ce but. On a encore Udon, qui, même si la déviation est là, on a aussi dit que les étrangers de Lausanne, ce serait bien qu'ils soient un peu plus présents. Voilà. On a Berchi, il était pas encore rentré dans sa série. Il marque le game-winning goal en mettant ce troisième. Frick sur le powerplay, tiens, un défenseur, toujours bien d'avoir, hein, on verra avec la série Genève qu'on a Tom Ernest par exemple, qui est très utile à la pointe, qui peut amener quelque chose. Là on a Frick qui marque, puis Emerton dans la cage vide, mais voilà, les leaders lausannois ont été là. Oui, au moment où il fallait le plus, et comme là je regarde les statistiques de ce match, après 2 tiers, c'est 30 shoots à 20 pour Zurich, et ça reflète ce qu'on voyait sur la glace. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance après à dire, quand on utilise une statistique de shoot, à dire ouais, faut voir, etc. Non, il y a le poteau de Bodenman en début de match. Quand il y a 1-0 en powerplay, Bodenman touche le poteau. Zurich était la meilleure équipe pendant la moitié du match. Et Zurich, c'est sorti. Ce qui me fait me dire... Il y a une expression que j'ai jamais comprise en français, c'est les mouches ont changé d'âne. Je n'ai jamais compris cette expression, mais j'ai l'impression qu'on la sort à chaque fois. Et là, est-ce qu'elles ont changé d'âne? Mais pourquoi elles changeraient d'âne? Mais bon, ça, on va pas faire un podcast sur les expressions françaises, quoique ça pourrait être très rigolo. Du 19e siècle, surtout. Mais toujours est-il que la question, c'est ça. Est-ce que maintenant Lausanne est en position de tourner cette série? Parce qu'on rappelle, il va quand même falloir aller en regagner un à Zurich. Pas l'endroit le plus simple non plus. Puis finir à la maison. Sans Zurich qui pourrait se retrouver, parce que si j'ai bien noté, Kruger n'a pas fini le match. Kruger s'est fait balancer dans le but par Aurélien Marty. Ouais, okay. C'est Aurélien Marty qui a sorti Kruger et en plus a failli sortir Stéphane qui s'est pris le joueur sur la tête. Et là, il a vraiment tout envoyé balader. Ouais. Et puis Pedretti aussi, je crois qu'il n'a pas fini le match. On a Andrighetto qui n'est pas là. Donc voilà, Zurich va devoir composer. En tout cas, sans Andrighetto, ça on est sûr. Le reste, Kruger, faudra voir, peut-être il faudra voir. Lausanne pourrait avoir récupéré le momentum, selon moi, dans le sens où ils se sont en plus rendus compte que, tiens, quand ils jouent au hockey sur glace, ils arrivent à frustrer Zurich. Donc, si vous rejouez au hockey sur glace, vous aurez sans doute plus de chances de faire déjouer Zurich, même à la maison, qu'en multipliant les pénalités stupides. Vraiment, à partir de la 30e, c'était des bonnes charges. C'était justement le jeu physique, mais pas le jeu physique où la canne finit dans le visage, où tu t'es un poil en retard. Non, ils ont retrouvé cette... je sais pas comment dire... cette cohésion. Et voilà, il y avait vraiment un adversaire pour Zurich. Et c'est pas... c'est finalement plus Zurich qui s'est battu tout seul, même s'ils se sont bien entraînés pour se battre tout seul. Mais c'est qu'en face, Lausanne était vraiment là, en fait. Et Ludovic Weber était pas aussi peut-être au taquet que sur les matchs précédents, mais aussi parce que Lausanne a mieux shooté, a été plus sur le goal. Et Tobias Stefan, on avait parlé de ce switch avec Bolsazer que je comprends toujours pas. Je sais que finalement, il y a des personnes qui étaient pas d'accord avec nous. C'est tant mieux. Exactement, pas aucun problème. Mais... comprend toujours pas. Et là, Tobias Stefan a prouvé qu'effectivement, il a fait vraiment un bon match et que c'était pas le problème. Il fallait que Lausanne marque des buts. Lausanne a marqué des buts. Vraiment, il finit avec 95,1%. Donc, ouais, il faudra répéter ça. Ça va pas être simple, mais ça va être en tout cas un affrontement. Si on enlève ces coups de pute un peu de chaque côté, ça peut vraiment donner lieu à une belle bataille de play-off, quoi. Un gros match, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi Timo Rotianen qui n'a pas terminé le match dans les joueurs que tu as cités auparavant. La question, c'est comment Zurich va faire pour compenser le départ, l'absence de Andrighetto. Moi, je vois bien Ryan Lash prendre un peu plus d'ampleur. Il jouait sur la 3e ligne et Kruger n'étant peut-être pas là non plus. Sigrist joue vraiment une jolie série. Diem était 13e attaquant, va revenir dans l'alignement. Il y a un Axel Simic qui peut revenir dans l'alignement aussi si nécessaire. Mais surtout, ouais, est-ce que Ryan Lash va être capable de faire oublier Sven Andrighetto? Parce que finalement, c'est un peu ce qui risque d'arriver. Là, Zurich, ils disent comment en allemand, Gefordert. On les attend. Ils vont être
Ils sont attendus au tournant, là, les Zurichois. Et comme tu dis, à la 30e ou même à la 40e, il y a Jérôme Renard qui tweet, il dit, on est d'accord que c'est un miracle qu'il y ait 2-2 à ce moment-là du match. Et là, c'est l'image de la 40e. Donc, il ne faut pas non plus ne pas l'avoir en tête, cette image qu'on avait. Le dernier tiers a tourné, mais c'est vraiment ce genre de choses qui peuvent tourner une série. Je te rappelle, et on en parlera un petit peu plus tard, qu'après 20 minutes du match 2 de la série Fribourg-Genève, on se demande comment Genève va faire pour éviter les vacances 5 jours après. Et là, ils sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Donc, tu as dit le momentum, on l'adore, ce momentum en hockey. Mais le vent dans le dos a peut-être changé de direction. Après, il faut quand même encore aller gagner à l'extérieur. C'est l'avantage de la glace, qu'on le veuille ou non. C'est pas qu'une question d'environnement. Et puis, à Zurich, la patinoire, elle est comme ci ou comme ça. C'est que Grunborg, il pourra coacher vraiment son équipe et trouver les match-ups qu'il a envie à Lausanne. C'est un avantage quand tu as un banc peut-être un petit peu plus court de pouvoir un peu mieux manager tes match-ups. Et donc, c'est ce qui va arriver à Zurich. Grunborg est un excellent coach. Il a gagné beaucoup de matchs à élimination directe. Pour Zurich, c'est dans cet esprit qu'ils doivent l'entamer. C'est élimination directe, dans le sens où tu ne veux pas retourner à Lausanne. C'est pas win or go home, mais pas loin. Puis encore juste un tout petit sujet, c'est pas du tout pour venir polémiquer, mais j'ai trouvé un rien dommage, c'est que depuis les annonces d'assouplissement du Conseil fédéral, vous le savez maintenant, plus quand on fait les télégrammes, d'habitude, c'était... nous, on mettait 1 ou 0 spectateurs parce que c'est fait automatiquement par la Ligue. Alors, il y a certains, et c'est pas écrit huis clos parce que c'est traduit de l'allemand. Donc, quand il y a 0 ou 1 Zuschauer, ça donne 1 ou 0 spectateurs, mais ça veut dire que c'est huis clos. Là, maintenant, c'est 50. Bon. On a vu que certains clubs, pendant ces playoffs, avaient fait des tirages au sort pour offrir ces places aux gens. Et on sait qu'il y en a certains qui ont abandonné leur abonnement. Et à Genève, je crois que tu as posé la question, et c'était 25. Donc on avait 25 parmi les sponsors et 25 parmi les gens qui avaient abandonné leur abonnement, c'est juste ? Exactement. À Fribourg, c'est un tiers. En gros, 17, pour faire simple, vu qu'il y en a, ce sera plutôt 16, entre les spectateurs, les sponsors et les VIP. C'est ça ? Fribourg, c'était un tiers, effectivement. Alors, les 3 tiers de 50, c'est mathématiquement complexe, mais un tiers pour les abonnés qui ont renoncé à 100% du remboursement, un tiers pour les partenaires sur invitation, un tiers pour les promoteurs et investisseurs de la BCF Arena sur invitation. Ouais. Et puis Lausanne, c'était les sponsors, en gros les VIP. Et je trouve un petit peu dommage là au niveau de la communication. Tu pouvais aussi, je comprends tout à fait, les sponsors, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table et ils méritent aussi d'aller, mais je trouve dommage de ne pas avoir un peu ce côté populaire, de dire, vu qu'ils ont aussi proposé aux gens d'abandonner l'entier de leur abonnement, le petit geste, ça passe toujours bien. Voilà, je trouvais juste dommage quand on a vu les autres clubs. Je crois qu'à Berne aussi, ils ont donné une partie au public puisqu'on les a vus dans les estrades. Ils étaient même assez collés, on va dire. Ouais, non, mais bon. Et que... Politique spectacle à ce niveau-là, quand même. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi ? T'as 300 000 mètres cubes où il n'y a pas un chat et il y a 50 types au même endroit avec des drapeaux. Moi, j'en ai marre. Ouais. Et pour juste rebondir, à Rapperswil, ils ont donné la priorité aux 50 fans les plus fervents. Et je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ouais, est-ce que c'est les gens qui ont fait le plus de matchs ces dernières années ? Est-ce que c'est ceux qui ont l'abonnement depuis le plus longtemps ou... Voilà. Mais effectivement, dans une période où tu as demandé beaucoup à tes fans, je trouve que rien que le fait qu'il y ait un tirage au sort, et il y a des gens, moi j'en connais et à Genève et à Fribourg, qui ont dit j'ai effectivement été tiré au sort, alors que je pensais vraiment que ça allait être truqué cette histoire, mais non, en fait vraiment. Et c'est un petit geste qui coûte pas grand chose de dire on tire 15 places au sort pour les gars qui nous ont vraiment soutenus jusqu'à présent, au moment où Lausanne a lancé assez tard sa campagne de don de soi, on va dire, pour ses spectateurs. Ils sont en plein dedans. Il y a une interview de Patrick Depreux la semaine passée ou la semaine d'avant où il parlait justement de la situation financière et qu'ils auraient besoin de cette aide. Si tu dis pour remercier ceux qui ont déjà fait ce geste, ça aurait peut-être été assez bien vu. Honnêtement, je n'ai pas eu les détails de pourquoi ils ont pris cette décision. Mais en tout cas,
on peut en tout cas saluer Genève et sa répartition 25-25 et Fribourg les tiers pour avoir rendu un petit peu à leurs fans. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Petite partie pronostic d'ailleurs, c'est drôle. On nous a dit vous n'avez pas fait de pronostic l'autre fois. Oui, alors effectivement, mardi, mais on essaye quand même de se les garder pour la fin de semaine, parce qu'on a fait ce rendez-vous du vendredi. Donc là, coup de bol, on a des matchs, 2 matchs vendredi. Si on rembobine juste le truc, c'est que Greg, vous étiez millionnaire avec moi, vous avez envie de m'envoyer un bulletin de versement, c'est clair. Pour Lugano Rapperswil, on reparlera de cette série et de la fin de cette série un tout petit peu plus tard dans cette émission. Et puis, j'avais failli prendre avec le handicap, comme je l'avais dit, et je ne l'ai pas fait. Et j'ai juste pris Zurich qui gagne contre Lausanne, le match à Lausanne. Il y a eu 3-0, donc le handicap aurait passé presque sereinement, mais je me suis dit, ouais, fais pas la caricature de toi-même en jouant des handicaps à tout. Ouais. Là maintenant, ça va être chaud parce que, évidemment, ça veut dire que c'est Berne, Zug et Zurich, Lausanne. On aurait tendance, comme ça, à se dire Zug va peut-être la finir. Mm-hmm. Ouais, sauf que la cote, elle est pas... les bookmakers, ils sont un peu d'accord avec nous, quoi. Donc, la cote, elle est pas folle. Et puis, on n'a pas encore, pour l'instant... 1,65 pour Zug. Mm-hmm. Mais il y a un petit handicap à 2,10 qui pourrait faire de l'œil. Et souvent... Les fins de série, tu as un peu les clubs qui tentent un peu tout et n'importe quoi en fin de match pour, en sortant le gardien de manière inconsidérée, de façon foutu pour foutu. Donc des -2 peuvent être rigolos aussi. Là, j'aurais tendance à me dire que si je prends pas le match Zug-Berne et que je me concentre sur le match Zurich-Lausanne, un match assez serré parce que Lausanne n'a pas intérêt à se découvrir. Il va falloir profiter un maximum de ses chances. Zurich est pas dos au mur, c'est vraiment clairement Lausanne. Donc, mais Zurich n'aura pas Andrighetto. Ça enlève une petite force de frappe. Bon contingent. Je vois bien un match avec peu de buts. On se souvient qu'en fin de saison régulière, Lausanne est allé s'imposer 2-0. Boson avait marqué à la 57e ou 58e. Puis derrière, cache vide. Est-ce qu'on pourrait assister à un match de ce goût-là et donc avoir peu de buts ? Mais là aussi, il faudrait descendre à quoi ? Moins de 5 buts pour que ce soit véritablement intéressant. Moins de 4,5, tu veux dire ? Ouais. 4 buts, ouais. 4 buts, un 3-1. Tu serres les fesses si tout d'un coup, il y a déjà 1-1 après le premier tiers, quoi. Alors, effectivement, ouais. Donc, toi, l'under sur cette série-là, ça te semble le plus... Moi, j'ai presque envie de jouer Zug, qui va terminer le travail à Berne. Je risque de prendre le handicap de Zug, mais c'est difficile parce que justement Berne, on a combien de fois on a dit que c'était une équipe de play-off qu'ils allaient... D'ailleurs, une fois je me suis tellement emballé que j'ai joué Berne champion à 36-1 quand ils étaient en train de gentiment remonter. Bon, je me suis quand même un peu emballé sur là, mais on sait jamais. On sait jamais. Mais non. Ils sont toujours pas éliminés, donc... Ils sont toujours pas éliminés. Non, là, honnêtement, je pense quand même pas. Et ouais, la série... Sinon, je joue Lausanne. J'ai cette histoire de mouche et d'âne, là, ça m'a titillé avant. Et je me demande si le vent a pas tourné dans cette série. Donc, soit je jouerai Zug avec handicap, soit je jouerai Lausanne suivant la cote. Zug peut aussi partir sur Lausanne, c'est possible. La même manière que de tout ce qu'on a dit dans la partie de Lausanne. On va essayer de se concerter pour pas prendre le même. Mais moi, j'aime bien le style de l'under, à part ça, sur Zurich, Lausanne. Après, ben voilà, les sorties de gardiens intempestives en fin de match, tu as raison, hein, tu as complètement raison. D'ailleurs, il y en a eu 7, il y a eu 7 buts dans le match de mercredi soir. Mais ce sera Zug ou Lausanne pour moi. Donc, je vous laisserai voir notre cote une fois qu'on aura décidé, qu'on se sera mis d'accord pour pas prendre la même. Quoique, on a le droit de prendre la même aussi, on l'a déjà eu fait. Sur nos réseaux sociaux, vendredi matin à 9h en théorie, si tout se passe bien d'ici là et que j'ai accès à Photoshop. et que je mettrai des logos un peu clairs, pas comme celui de Lugano la dernière fois où j'ai un petit peu craqué. Désolé, je suis pas graphiste. Sinon, la promotion avec notre bon Cold 10 est terminée. On avait un quota qui a été... pris par tout le monde, donc merci. Merci beaucoup, ouais. Vous pouvez quand même toujours jouer sur Jouer Sport, c'est pas perdu. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe à la série Fribourg-Genève. On va, désolé pour les Fribourgeois, commencer par l'aspect des Dragons qui
ont été éliminés. 5 matchs. Je pense pas qu'on le voyait venir. Comme tu disais avant, après un match et après 4 tiers, peut-être même 5 tiers, je suis pas sûr qu'on aurait parié sur une victoire 4-1 de Genève dans la série. Clairement pas. Il y a eu ce 8-3 qui, au demeurant, on aime bien dire vaut mieux perdre un match 8-3 que 8 fois 1-0. Ouais, bah, 8 vaut fois mieux, 3, on comprend pas. mais vaut mieux perdre, pas perdre derrière 4-0 et 5-0. Ben, aussi. il me semble. Hein. Et là, je suis vraiment frappé par cette façon dont ils ont coulé Fribourg. Puis après, je me suis dit, mais est-ce que t'as pas été un peu gland lors de la présentation de la série de te dire, ok, est-ce que Fribourg vraiment était assez... on a parlé de physique, mais vraiment justement de se dire, bah, tu regardes le contingent, tu as des joueurs techniques, tu as des joueurs qui jouent bien au hockey. Est-ce que tu as des joueurs qui sont capables, même un Gunderson, hein, même Chavayak, on disait que c'était une belle paire de défense, Motej, Pongaretto, est-ce que c'est des joueurs physiques? Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent répondre franchement au débat? J'ai l'impression que la réponse a été donnée lors de ces 3 derniers matchs finalement, et que dès que Rod est rentré, et que dès que Genève a arrêté de prendre des pénalités stupides, dès que Fer a commencé à vraiment bien jouer au hockey, Winnick et tout, compliqué. Et dans le même temps, parmi les joueurs qui font la différence, il y a Tyler Moy. C'est pas l'archétype du joueur physique, j'ai l'impression. Il me semble pas. Vermin, j'ai pas l'impression non plus qu'on pourrait le mettre dans la même catégorie que les joueurs que tu as cités auparavant. Linus Omark qui distribue les caviars, j'ai pas l'impression non plus que ce soit l'archétype du joueur physique. Après, effectivement, l'équilibre avec des Eric Fer comme que tu as cité, même un Tom Ernest par rapport à un Gunderson sur ce point-là est plus prêt, disons, physiquement à ce défi-là. Et c'est sur ce plan-là que Genève a dû amener cette série pour être capable de faire la différence. Mais au bout d'un moment, et je me suis beaucoup penché sur les statistiques avant ce match 5, et j'en ai fait un article dans le matin.ch. N'allez pas le relire parce que du coup, c'est fini. Mais à ce moment-là, même après 4 matchs, et le discours des Fribourgeois a été ouais, mais regardez toutes les occasions qu'on a. Et je suis allé regarder, et effectivement, en termes de chance de but et de expected goals, etc., Fribourg était meilleur que Genève. Mais un expected goal, c'est quand même c'est une probabilité avec un joueur moyen de marquer un nombre moyen de buts. Visiblement, les joueurs de Fribourg-Gotteron, offensivement, ils étaient largement en deçà de la moyenne d'un joueur moyen, vu qu'ils n'ont pas été capables de mettre un but sur les 120 dernières de jeu. Et les 3 qui marquent le match d'avant, alors il y a 8-3, mais ils en mettent 3. C'est 2 en 2 minutes à la fin du match, alors qu'il y a 8-1, la belle affaire. En gros, Fribourg n'a pas marqué dans cette série à peu près, et c'est quand même problématique. Qui sont les joueurs qui ont été engagés pour marquer des buts dans cette équipe? C'est Victor Stolberg, qui est quand même un buteur. Yannick Eren était censé être le gros poisson. Il fait un excellent début de série. Oui. Mais derrière, pas vraiment vu. Je blâmerai pas un Julien Sprunger qui n'est plus là pour ça. Mais un Kylian Motet, il a mis 2 buts, certes, mais un des deux, c'est un des 8, le 8-2, sauf erreur. Là aussi, ça ne sert pas à grand-chose ce but, et c'est juste pour la statistique. Bref, les leaders de Fribourg-Gotteron étaient juste pas là. Leader et étranger, d'ailleurs, finalement. C'est un synonyme. C'est vrai que Gunderson, là, meilleur défenseur au niveau des points la saison régulière, on l'attend en se disant qu'il va pouvoir être là sur le jeu de puissance. On a stigmatisé le jeu de puissance parce qu'il était très bon en saison régulière, il est devenu famélique. Un peu, c'est vraiment l'inverse de Lausanne. Et c'est incroyable. Et ça, pour le coup, j'en avais parlé en disant que attention avec les powerplays de saison régulière et les powerplays en playoff. Dieu sait que les exemples sont connus en NHL où des fois le meilleur powerplay de la saison régulière, quand il clique pas, tout de suite, puis qu'après ça commence à tourner, puis que justement t'as pas 50 matchs pour te refaire, puis que finalement tu trouves ton flow. Non, tu peux perdre une série 4-0, puis tu te dis je comprends pas. Mon powerplay pourtant il marchait bien. Puis là les 4 matchs il va pas. C'est un peu régression vers la moyenne. On en revient toujours là. Fribourg n'a pas eu le temps de laisser finalement la mécanique rétablir les tendances. Et au bout d'un moment, quand ton joueur suisse le mieux payé, je pense que c'est le cas, c'est Reto Berra,
et que sur ce match 5, ben, il te met directement dans le dur. Alors certes, derrière, il fait un excellent match. Mais au bout d'un moment, il y a 1-0 après 3 minutes parce que Reto Berra n'est pas capable Laisse d'arrêter passer, ce premier shoot de Noah Rod qui certes vient de pas très loin, mais il doit l'arrêter celui-ci. Et si on regarde le face-à-face à la position de gardien, ben, Fribourg peut juste se dire qu'il a perdu à ce niveau-là, alors qu'à la base, et dans mon analyse d'avant-série, même si je donnais Genève gagnant, mais d'un cheveu, le point en guillemets du gardien, je le donnais plutôt à Fribourg parce qu'ils avaient une expérience supplémentaire. Et si en plus on m'avait dit qu'après 3 matchs et demi ou 3 matchs et quelques, Gauthier Desclos allait sortir au profit de Daniel Manzato, ben j'aurais clairement donné le point à Genève et je pense même que j'aurais vu plutôt Fribourg gagner la série. Complètement. Et Daniel Manzato nous fait 2 shootouts, en gros. 1 et 53 60e, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais n'empêche qu'il n'a pas encaissé de but depuis qu'il est rentré dans cette série sur quasiment 2 matchs. Donc, et il fait le job. Et c'est terrible parce que on ne peut pas blâmer Fribourg d'avoir mis le paquet pour engager un gardien. Puisque Zug a mis le paquet pour engager Giannoni. Mhm. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, Mais alors après, effectivement, la critique, elle peut intervenir dans un cas comme celui-là où, ben voilà, est-ce que Berra doit être le bouc émissaire ? Non. Non, parce que quand tu n'es pas capable de marquer des buts, c'est ce qu'on disait avec Lausanne, la même chose. Hein. Est-ce qu'on peut blâmer Tobias Stephan ou Boltzhauser ? Non, mais vous n'arrivez pas à marquer un goal en face. Donc non, c'est là clairement les attaquants, même les défenseurs. Enfin, je veux dire, c'est les joueurs sur la glace qui doivent être capables de marquer. Après, c'est d'ailleurs la ligne de défense de Christian Dubé, on y reviendra juste après à la fin du match, où il disait moi je vais bien dormir, je pense que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'on gagne. En gros, je paraphrase, et ses propos sont d'ailleurs repris dans la Liberté du jour. Il y a quand même un petit... Enfin, moi, j'entends hein, de son point de vue, il se dit bah, j'ai l'impression que mon équipe elle a fait le job elle a fait le job mais n'a pas marqué. Mais c'est aussi le rôle du coaching staff, pas que de l'entraîneur en chef. Hein, mais qu'a-t-il été fait pour que la tendance s'inverse ? Et j'ai l'impression qu'entre le match 2 et le match 5, il n'y a pas eu vraiment... il y a eu des changements de ligne, mais il n'y a pas eu un changement d'état d'esprit à aucun moment. Et la question qui se pose maintenant, c'est... il y a plusieurs questions, tu me diras qui se pose, mais la première question que moi je poserais, c'est comment Fribourg peut changer ça ? Parce que finalement, c'est une question d'état d'esprit. Et j'ai l'impression qu'on parlait du complexe contre Genève, etc., mais c'était assez flagrant finalement. Et Hubert Weber, sur Radio Freiburg, il était invité ce jeudi matin. Et c'est en suisse-allemand. Alors il faut parler suisse-allemand ou le comprendre. C'est du Saint-Ginois. Non, ça va, c'est du suisse-allemand, c'est assez compréhensible. Et il dit j'avais l'impression qu'on avait peur face à Genève. Et c'est assez étonnant, je trouve, de parler de peur au moment où tu arrives en play-off. Et effectivement, c'est l'impression que ça a donné. Fribourg a fait ces matchs comme en saison régulière. Mais ils n'avaient pas peur lors du premier match, d'ailleurs. J'ai c'est trouvé. pas l'impression que ça donnait. Hein. Puis après, ils se sont fait taper dessus petit à petit. Puis à la fin, ils bougeaient plus. Quoi. Et comment tu changes cet état d'esprit-là ? Moi, je pensais qu'en engageant un Chris Di Domenico, ça allait être un peu le chef de meute, on va dire, qui pouvait faire du bien à cette équipe. Et je pense qu'en saison régulière, il a fait du bien. Oui. Mais on le dit suffisamment souvent et que les playoffs, c'est une nouvelle saison, etc. Et quand on prend l'exemple de Berne, on cite toujours des noms. On dit Tristan Chervet, on dit Simon Moser. Il est blessé, mais on aurait dit très probablement Thomas Ruffenhardt. À Fribourg, si tu dois dire les playoffs, c'est une nouvelle saison qui commence. D'ailleurs, ils ont qui dans leur vestiaire ? Chris Di Domenico. Voilà. Chez le reste, j'avoue que je me faisais la défense aussi. Je disais Dave Souter, c'est un bon joueur, hein, mais est-ce que c'est le prototype du joueur ? Il a été très bon, et on l'a dit, hein, sur les 2 premiers matchs. Après, il est un peu rentré dans le rang. Moi, Philippe Fourer, ça pourrait être un joueur de play-off avec de l'expérience. Maintenant, est-ce que physiquement, il est capable toujours de suivre le rythme ? Je ne sais pas. Rod, c'est un joueur de play-off. C'est ce qu'on disait. Richard, c'est sans doute un joueur de play-off. Pas forcément... Winnick Fer. Mais Winnick Fer, ça commence à en faire 4. On a pu en citer assez rapidement. Et pourtant, on se disait, sans Marco Maurer, sans Jonathan Mercier, à la défense, j'ai l'impression que Carrère
a prouvé que ça pouvait être un joueur de playoff. Step up carrière hein, durant cette série, on en parlera après sur le... Pas forcément sur les points, mais par contre, enfin les points peut-être INTS, mais il est vraiment présent et peut-être même certains joueurs, on va dire Miranda, je sais pas, je l'ai trouvé pas très bon une fois contre Fribourg. Non, c'était contre Fribourg avec le but de Souter. Mais voilà, un coup c'est Moye Vermine, comme tu disais, puis là, Moye Vermine, ils n'ont pas mis de points. Vouillamo met 2 buts parce qu'il y a 2 passes de Omar, il y a Rod qui met 2 buts, Winnick met son goal, donc ouais, ils se sont bien répartis. Je pense que Jacques May, finalement, est aussi un joueur de play-off. Pas forcément le prototype, mais il a prouvé qu'il était là, qu'il pouvait augmenter son niveau de jeu, donc c'est fou quand même de se dire que... Je réfléchis toujours à Fribourg. Je t'ai fait partir dans un truc là. Et je sais bah pas. non, et le problème maintenant c'est quoi? C'est que Fribourg, alors il y a la fin de carrière de Marc Kaplanal pour passage, qu'on peut saluer pour l'ensemble de sa carrière. Finalement, c'est dommage de finir devant personne ou 50 personnes. Exactement, toutes ces années à Fribourg-Gotteron, il a toujours été, en plus, au-delà du joueur sobre, c'était toujours une personne... agréable, victoire ou défaite, il était là, il disait bonjour, il était toujours souriant. Et je pense que dans les couloirs de la patinoire, il va manquer. Mais il va être remplacé par Raphaël Diaz. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand même, ton mercato, c'est Aplanal remplacé par Diaz. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle en termes de leadership, de mentalité, etc. Mais c'est quand même pas un Raphaël Diaz dont tu peux dire, lui, c'est un typique joueur de playoff qui va être capable d'amener ce supplément de hargne. On donne des exemples, Chervet, Moser, etc. C'est pas lui. Donc, du coup, c'est qui? Et Fribourg est complet pour la saison prochaine. C'est la même équipe qui va débarquer en remplaçant Stolberg par Brodin, vu que Brodin était blessé durant toute la fin de saison. En théorie, c'est ça qui est prévu en tout cas. D'ailleurs, Dubé a dit si j'avais Brodin, ouais, mais alors. J'avais engagé Brodin, c'est un joueur de play-off. Oui, mais non. Alors là, je trouve que c'est un peu aussi exagéré de dire parce que Stolberg a été très bon saison régulière, des Harnais, on ne discutait pas. Gunderson, premier nom sur la feuille. Et puis Di Domenico, il n'y avait rien à dire. Au bout d'un moment, non, là je trouvais que c'était... Alors peut-être que Stolberg a joué blessé, qu'il aurait pu mettre Brodin à la place, ok. Mais là, l'excuse, elle est un petit peu grosse, je trouve. Oui, et donc, mais tu remplaces Stolberg par Brodin, c'est pas Brodin... On a aussi... Cette série a cristallisé le manque de joueurs capables de la mettre au fond. Brodin versus Stolberg, si tu dois dire il y en a un des deux qui est capable de la mettre au fond, c'est quand même Stolberg. Hein. Donc... ça va être un été compliqué du côté de Fribourg, justement, parce qu'il va falloir lancer un nouveau cycle, finalement. Et on se disait déjà, cette équipe est en bout de cycle. Et défensivement, j'avais fait une fois la blague que si t'as pas 30 ans, t'es pas engagé à Fribourg. Qui sont les joueurs qui vont amener ce 109 et peut-être autre chose. Et j'ai pas envie qu'on donne pendant 25 ans l'exemple de Rapperswil, regardez ce qu'ils ont fait, mais on en parlera un petit peu plus tard. Si tu prends juste les contingents d'un côté et de l'autre et tu dis tu préfères quelle équipe, je pense que tu préfères l'équipe de Fribourg. Bien sûr. Mais au bout du compte, il y a une des deux équipes qui a été capable de step up durant les playoffs et l'autre pas du tout. Et c'est quand même un constat d'échec pour cette équipe de Fribourg-Gotteron. Je voulais juste rebondir quand tu dis sur Diaz, tu dis leadership, et ça c'est hyper important. On peut pas nier, on a dit que... Capital, je suis complètement d'accord. On a dit que c'était un transfert, personne va gueuler, on parlait plus des années qui nous semblaient un peu exagérées, avec 4 ans de transfert, mais s'il n'y avait pas 4 ans, il venait pas. Bref, on va pas refaire l'histoire. Par contre, Diaz, je pense que son leadership, il peut être hyper utile si à côté il a des joueurs qui vont faire le sale boulot, ou en tout cas, et c'est ces joueurs-là qu'on cherche finalement, qu'on les trouve pas. C'est d'amener cette pièce-là dans ce contingent-là, mais on pourrait peut-être dire la même chose de Lausanne. Quand je vois Glauser, Fuchs et Baumgartner, de base je me dis c'est des excellents joueurs. Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent te permettre de créer de jouer en play-off et qui peuvent amener ce petit coup de hargne supplémentaire? Aujourd'hui, je le vois pas. J'espère qu'ils me donneront tous tort, mais voilà. Donc, c'est vraiment... là, on se projette presque déjà en 2022, mais on est obligé quand même de juger et de se dire vraiment que c'est play-off maintenant, les contingents construits, et je pense que ça va aussi nous aider quand on devra préparer une série l'année prochaine. Dire, attends, voir, qui a des joueurs vraiment de play-off? Ouais, c'est vraiment ça. Et... Alors, je pensais que Genève gagnait la série, mais de peu.
Donc je suis assez content du côté du pronostic. Mais au bout du compte, ouais, Fribourg a pris une leçon de hockey de play-off. Est-ce que c'était le talent? C'est ça, nous on pensait qu'on se disait oui, le talent genevois pourrait faire la différence, mais finalement c'est pas ça qui a fait la différence. Ouais, complètement d'accord. On regarde ce match du côté genevois, on regarde cette série du côté genevois, ben, l'avantage c'est que ils auront des jours de congé. Le désavantage, mais ça c'est pas la faute à Genève, c'est qu'on aura de toute façon pas des demi-finales en best of 7, mais ça on le savait, on en a pas trop parlé, mais ça me mine le moral, ça j'avoue que pour moi ça doit se faire en best of 7, mais ma foi, voilà, ça doit être fini au 14 mai, et vous calculez des matchs tous les 2 jours, vous verrez vite on peut pas les caser, donc voilà. Surtout s'il y a encore 2 séries complètes. Genève qui, alors, a fait la différence avec ses étrangers, avec Rod, avec le jeu physique. Dans la bataille des néophytes, des coachs néophytes en play-off, on va dire que Patémon et son staff ont réussi à trouver ce qu'il fallait pour redonner finalement cet allant et cet élan aux Servétiens. Et il y a vraiment, en fait, depuis ce 8-3, c'est terrible, mais quand on regarde 8-3, 4-0, 5-0, tu lis, rien qu'en regardant le score, tu fais « Ah, mais ouais, il n'y a pas tellement eu de match, les gars. » Tu te rends compte, ça fait 17-3 sur les derniers matchs. Ouais, alors, on avait dit aussi au début de saison, on dit une potentiel offensif de Genève, si tout marche bien, ça peut être fort. Ok, bon, très bien. Le 8-3 est une anomalie. Ils ont juste été plus intelligents sur les derniers matchs, quoi. C'est terrible. Je t'écoutais parler de cette série sous l'angle genevois, et je suis là à me dire, mais en fait, je suis même pas capable de me dire si Genève a vraiment été à ce point fort. Tant j'ai pas l'impression que Genève a été testé durant cette série de quarts de finale. Alors oui, le premier match, Fribourg a été excellent. Les 20 minutes suivantes, Fribourg était très bon. Et Genève a su contenir. Mais après ça a été un tel déroulé genevois. Et moi, ce que j'ai bien aimé, alors c'est vraiment un tout petit détail dans ce dernier match, mais il y a de nouveau eu un petit changement d'alignement qui a été fait par Genève par rapport au match de lundi. Pourtant, tu gagnes 4-0 à la maison. Ouais. La première ligne, c'était Winnick Fer au marque. Là, pour ce match-là, il a remis Vouillamo à la place de Fer pour remettre Fer en troisième ligne au centre de Moya Miranda. Et je pense que l'idée là derrière, c'est de fortifier un peu sa ligne de centre, forcément. Parce que ton talent, évidemment. Tu dilues un peu ton talent, tu es capable de justement user les 4 lignes adverses avec trois meilleures lignes offensives de ton côté, sachant que Fribourg va probablement couper son banc pour justement lui jouer avec ses joueurs majeurs. Et c'était intéressant de voir. En plus, c'était récompensé parce que Vouillamo marque 2 buts. N'a pas été ridicule du tout sur cette première ligne. Voilà, après, ils ont gagné. Donc forcément, ça donne raison au coach. C'est toujours la même chose. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais en l'occurrence, j'ai bien aimé parce que tu vois qu'il y a eu une réflexion qui a été faite. Alors, j'en doutais pas. Mais après avoir gagné 8-3, après avoir gagné 4-0, tu ne t'arrêtes pas de réfléchir et tu te dis pas, on continue comme si de rien n'était. Non, il y a eu des petits ajustements qui ont été effectués. Et les face-off, tu as parlé des lignes de centre, c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Walzer était encore absent et on avait noté l'importance de Walzer aux engagements, que c'était vraiment un joueur que Dubé pouvait envoyer s'il sentait que c'était un petit peu plus compliqué. L'affaire, il sort avec 9 gagnés et 5 perdus, ça fait du 64%. On a Winnick à 50%, puis on a surtout Tanner Richard à 11-6. Là aussi à 64%. Encore Vermine 3-0, mais ça alors peut-être qu'il les a pris en fin de match, je sais pas. Mais l'important c'était vraiment de se dire que parmi les 3 centres majeurs, il n'y en a pas un qui est en dessous de 50%. Ouais. Et au final c'est 32-21, 60% d'engagement gagné. Ouais, ça fait quand même méchamment la différence. Donc, Et si tu regardes aussi, Temernes est à 25 minutes, ce qui est assez peu pour lui. Jacquemet est à 20 minutes. Et Genève a gagné, entre guillemets, une semaine de repos. Et on a suffisamment dit que, surtout en début de série, avant les retours de Rod et Richard, que les leaders pourraient être très demandés, disons, par Patrick Aymon. Au bout du compte, ça a été des matchs tellement faciles, dans le sens...
je suis pas en train de dire que c'était une Liga contre une troisième ligue. Mais par contre, quand tu mènes au score et que tu peux, toi, dérouler tes lignes, distribuer un petit peu mieux ton temps de jeu, ou du moins peut-être un petit peu moins tiré sur un Jacquemet à 25 minutes, tu le mets à 20 minutes, c'est déjà ça de gagner. Sur le long terme, c'est assez précieux ce qui s'est passé durant ce quart de finale entre Fribourg et Genève pour les Genevois. Je sais pas si les statistiques sont justes, hein, parce que alors, avec les block shots, là, on est un peu chaque fois à se demander qu'est-ce qui est véritablement comptabilisé. Si j'en crois les statistiques de 49 Innings, on a 7 block shots pour Lecoultre et 5 pour Jacquemet. Les 5 de Jacquemet, je ne veux pas forcément revenir là-dessus, c'est plutôt les 7 de Lecoultre, qui n'est pas forcément un défenseur qu'on attend de ce côté-là de la glace. Mais il est capable, lui le défenseur offensif, de changer un peu son jeu. Il joue 19 minutes 14, il fait 1,37 en box-play, il fait 3,15 en power-play. Les 3,15, c'est assez normal. Mais il est présent, alors il ne noircit pas la feuille de stats, mais il est en train de devenir un joueur très complet. Et la même chose que Carrère, je me dis que si tu es un directeur sportif d'un club et que tu regardes pour des défenseurs, jeunes défenseurs d'avenir, bah, soit je suis Margauchi et j'essaye de les blinder pour la suite, soit je vais gentiment leur demander, parce que si le contrat de Lecoultre se finit en 2022, ça va être très intéressant les Colfax, où on va pouvoir faire les futurs joueurs sans contrat, parce que 2022 on avait déjà entouré ça en disant il y a une pellée de défenseurs disponibles sur le marché. Donc Lecoultre, ouais, j'aime bien voir son développement, et finalement pas simplement s'attendre à ce que ce soit un vice Tom Ernest. Non, il y a autre chose derrière. Ouais, complètement. Et ben voilà, si tu regardes les 3 meilleurs compteurs de cette série, il y a Tom Ernest qui est avec 7 points en 5 matchs, qui est le meilleur. Mais derrière, c'est Moye Vermine. Et je suis pas du tout en train de lancer le débat qui a gagné l'échange entre Lausanne et Genève. On va le faire encore les 15 prochaines années, c'est pas le moment. Mais par contre, là encore une fois, on parle que d'un point de vue genevois, et peu importe ce qui se passe à Lausanne, finalement, ça donne raison à Marc Gauchi. C'est que ces joueurs ont été... Rappelons quand même une chose, je réfléchis à haute voix, enfin je réfléchis en parlant. Genève était quand même à un match d'être à la place de Bienne, finalement, à ce moment-là. Donc, faut pas non plus partir dans l'excès en disant c'est extraordinaire, c'est la meilleure équipe, et ce qu'on fait rarement à ce micro, tu me diras. Mais donc, le fait que ces joueurs-là soient capables de faire un pas durant les playoffs, c'est ça pour moi le vrai aveu, ou la vraie confirmation du move qui a été fait par Marc Gauchi. Encore une fois, c'est contre Fribourg, ça s'est très bien passé. Tu as l'impression que c'est un petit peu le... Ouais, moi j'ai écrit une fois, c'est le grand frère qui donnait la leçon au petit frère, et j'ai un peu l'impression que toute cette série, c'était un petit peu comme ça. Et moi, je me réjouis de voir cette équipe de Genève au prochain tour. Et d'ailleurs, la question, c'est contre qui? Et à peu près tout le monde... tous les adversaires potentiels sont encore là, finalement. Parce que ça peut être Berne, ça peut juste pas être Rapperswil, je pense. Parce que si... Ce serait les deux plus mauvais, les moins bien classés, c'est ça? Voilà, si Zug sort Berne, est sorti par Berne, ça veut dire que Berne, en dernier, joue contre le mieux classé. Et ce serait... Ah bah ouais. Non, en fait, je dis n'importe quoi. On sait pas. Il faut qui pour Genève, c'est ça? Il faut qui? En tant que roman, forcément que nous, on serait pour une série, je pense, un Lausanne-Genève. Absolument, possible, on veut un club roman en finale. Et c'était Christian Bayard qui disait ça au micro de MySports une fois. Il disait, alors, en play-off, quelle série? Volontiers, donnez-moi un Genève-Lausanne. Pour que Lausanne puisse enfin gagner dans sa patinoire face à Genève aussi. Ah oui, on rappelle qu'il y a l'avantage de la glace, c'est juste. Mais oui, ce serait intéressant. Moi, j'adore revivre cette série, effectivement. Alors, on est de loin pas là. Non. Après, vu ce que Genève a montré sur ce premier tour, ils ne doivent pas craindre grand monde, surtout que Zug va se fatiguer encore un petit peu, Zurich et Lausanne encore un petit peu. Ouais, c'est vraiment une semaine idéale pour Genève, à une nuance près. C'est Gauthier Desclous qui est absent, qui était parfaitement remplacé par Manzato. Patrick Aymon a dit à la fin du match au micro de MySports qu'il comptait bien revoir Gauthier Desclous devant le filet à un moment durant ses playoffs. Donc on sait que c'est un peu l'intox durant les playoffs, on connaît, mais au moins c'est une semi-bonne nouvelle. Si ça avait été fin de saison, je pense qu'il nous l'aurait tout simplement dit, parce que t'as pas d'intérêt à garder
un éventuel secret là autour. Les gens ils verront assez vite s'il est apte ou pas à jouer. Il faut croire qu'il ne doit pas être si loin. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Genève Servette. Puis on voulait terminer cet épisode aussi en saluant quand même la performance de Rapperswil qui, après avoir dû passer par la case pré-playoff puisqu'ils avaient fini 10e du championnat, en ayant sorti bien. J'étais pas pour ces pré-playoffs, j'aime toujours pas trop ces séries en best of 3, mais il se trouve que d'avoir battu bien en 2 matchs, sans qu'il y ait rien à dire, eh ben, bravo. Alors en plus, derrière, de choper le 2e de la saison régulière qui restait sur une fin de saison vraiment très solide en 5 matchs, bah, je crois qu'il n'y a rien à dire si ce n'est félicitations. Et ben, Rapperswil, vous avez réussi à faire sans doute le plus bel exploit de l'histoire du club, quoi. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Et si tu regardes, moi je trouve ça admirable ce qu'ils ont fait. Il y a plusieurs points que je trouve intéressants dans cette qualification de Rapperswil pour les demi-finales. Déjà, moi j'aime bien leur contingent. C'est une équipe qui est construite avec, alors, certes des joueurs talentueux, hein, les étrangers que sont Clark, Chervenka, Rowe, Moses, non, pourraient avoir leur place n'importe où ailleurs. Mais si tu regardes le reste, les joueurs suisses, Jelovac était en bout de course à Ambry, Vukovic, bout de course à Genève, Fabian Meyer, il était promu, c'est la défense, hein. Promu avec Rapperswil, Sataric, promu avec Rapperswil, Profico, promu avec Rapperswil, Egli, bien n'en voulait plus, Dufner, bien n'en voulait plus, Randegger, plus personne n'en voulait. Devant, Vic, je ne vais pas tous les faire, mais je suis parti pour. Hein. Genève n'en voulait plus. Martin Ness, il a essayé Berne, il a essayé Fribourg, personne n'en a voulu. Egenberger, Davos, Ouais. Schwery, Cloten a essayé, Genève a essayé. Tout, ça a marché nulle part. Forer, Fribourg n'en voulait plus. Vetter, je ne sais plus, mais il y a plus grand monde qui devait en vouloir. Losli vient de Swiss League. Marco Lehmann, Cloten, mais il fait 1m14 sur la pointe des pieds. Personne n'en voulait en haut. C'est une équipe de joueurs que personne ne voulait. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le synopsis d'une série Netflix, Last Chance Hockey ou un truc comme ça. All rejects. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, Last Chance You Basketball est très très bien. Au passage, si tu as un peu de temps à perdre sur Netflix. Et cette équipe-là, bah, c'est une équipe justement qui est construite d'une somme d'individualité qui est largement supérieure à ce qu'individuellement ils sont tous capables d'amener à une équipe. Mais non, ensemble, bah, ils arrivent à faire des choses assez belles. Et oui, c'est pas très beau. Oui, Rapperswil a pas dominé Lugano, quoique dans la prolongation, la double prolongation finale, l'équipe qui doit marquer, c'est Rapperswil, hein, c'est pas Lugano. Pas grand-chose à redire. Et pourtant, Lugano arrive à 6 contre 5 à marquer. Ils sortent Schlegel, ils marquent 2 goals en toute fin, dont le but de Fazzini à la toute fin, à 12 secondes de la fin du 3e tiers. Là, sérieux, on parlait de momentum avant. Hein. Il n'y a pas plus beau moment pour avoir le momentum que ça, mais ils ont réussi à faire abstraction de ce coup du sort. Complètement. Et c'est là que tu vois que c'est une équipe qui est sereine. Ils ont réussi leur saison en étant là. Hein. Donc, tout ce qui leur arrive maintenant, c'est du bonus. Et ils ont enchaîné les matchs. Moi, c'est ça qui me frappe aussi. C'est qu'on parlait de la fatigue et tout. Bah ouais, eux, ils enchaînent les matchs tous les 2 jours. Quoi. Et il y a une phrase de Serge Pelletier à l'analyse à MySports à la fin où il dit on n'avait plus de benzine, plus de gas in the tank, comme ils disent. Hein. Il n'y avait plus de benzine par rapport à Rapperswil. Tu es là, mais vous avez une semaine de repos avant ces quarts de finale. Eux, pas. C'est quand même étonnant, je trouve. Et eux, et Lugano a eu une fin de saison finalement où ils étaient très bons, mais ils ont pu. Ils ne devaient pas lutter absolument pour gagner. Tu me diras, Rapperswil a aussi eu son sort assez vite réglé, mais il y a eu ses pré-playoffs à passer. Et Lugano a commencé la série en gagnant ce premier match 6-2. Donc, ils ont aussi pu profiter justement de cette semaine de repos pour bien préparer leur premier match, mais derrière, Rapperswil a marqué les buts qu'il fallait au moment où il le fallait, et il n'y a rien à leur enlever, il n'y a aucun mérite à enlever à cette équipe de Rapperswil, je trouve. Ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir les buteurs, c'est Vetter lors du dernier match, pas une superstar, loin de là, hein, mais un joueur qui était formé à Davos, Sandro Forer, c'est Sandro ou Marco? Non, Marco, c'est le défenseur qui est très grand. Sandro, c'est l'attaquant qui a marqué le but décisif.
Exactement. Egenberger qui m'a doublé. Egenberger, c'était pas forcément non plus un joueur. On parlait souvent du clone de Niederreiter. Il était allé jouer au Canada. Il Mais avait juste un long nom et une grille quand il arrivait à Davos. Du coup, tu deviens le clone de Niederreiter, quoi. c'est ça. Et puis il y a Jeremy Vick qui avait le casque de top scorer. Il met encore 3 points. Vick, nord-américain. On a l'impression que vraiment les joueurs ont tous adhéré au projet de Tomlinson en disant ok, bah, Tomlinson, vous ne voulez pas me garder. Bah, les joueurs ont dit bah, écoute, coach, on va jouer pour toi. Et puis on va faire en sorte que tu puisses rester le plus longtemps possible derrière ce banc. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Bah, Egenberger, c'est un exemple qui est quand même frappant. Première saison à Davos et à Rapperswil. Il passe de Davos à Rapperswil. Il joue 39 matchs, 1 but, 0 passe décisive. Et là, il a 50 matchs, 21 points, dont 12 buts. Moi, j'ai jamais compris ce qui arrivait à ce joueur. Et on avait une équipe commune à Hockey Manager avec Michael Trigo. Et j'ai l'impression qu'il m'a parlé d'Egenberger tous les 2 jours. Puis moi, j'étais là, non, mais c'est bon, arrête avec Egenberger. Puis plus il marquait, puis je me suis dit, ouais, mais ça, c'était le dernier, c'est bon maintenant. Et ça, c'est jamais arrêté, c'est terrible. Dans mon équipe, alors c'était dans mon équipe qui était la mieux classée, qui était top 100, j'avais Nando Egenberger et j'ai jamais eu besoin de m'en séparer parce que typiquement, il plantait ses goals. Ah, Quoi. Donc, nous, on était top 40 overall, mais si on avait pris Nando Egenberger, on avait 300 points d'avance sur tout le monde, je suis sûr. donc Profico, tu l'as mentionné aussi. Il y a vraiment des joueurs. Alors là, ça va être difficile en demi-finale. Je pense quand même qu'à un moment, le talent doit quand même les rattraper finalement d'une certaine manière. Tu as parlé de Vukovic, bah, c'est un peu le parrain de Colfax puisque c'était le premier invité qu'on a eu. Il est en fin de contrat à Rapperswil. Exact. Est-ce qu'on sait s'il va continuer sa carrière ou pas? Parce que je crois qu'il y avait un moment où on se demandait si peut-être il allait arrêter. C'est pas encore sûr apparemment de ce que je sais, mais en tout cas moi si je suis une équipe à la recherche de joueurs de caractère qui peuvent peut-être faire quelque chose en play-off et amener un peu cette grinta, on va dire. Pour ceux qui n'ont pas écouté tout l'épisode, il y a peut-être un passage où ça va vous faire tilt. J'irai chercher Daniel Vukovic. Il a joué 35 minutes dans ce match de numéro 5, avec alors certes prolongation, hein, ouais, 2, ouais. mais il était capable de les jouer ces 35 minutes. Et durant la série, il a pris un rôle majeur dans cette équipe depuis son retour de blessure. Parce qu'on rappelle, dans le match 1 contre Bienne, il se fait mal. Et moi, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, si ça se passe pas bien là, peut-être c'est la fin de carrière. Pour Vukovic, il reviendra pas. Et non, Vukovic, il revient toujours. Il est immortel. Il revient toujours. Il prend un puck de Sprunger dans la tête. Pas de problème. 5 minutes après, il est là avec une grille. Et ben voilà, c'est exemplaire finalement ce qu'il était capable de faire. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un biais sur ce thème. Mais non, mais à part ça, il a joué 35 minutes. Il a été ultra solide. Il a même joué du power play. Enfin, pour ceux qui l'ont vu jouer à Genève ces dernières saisons, de dire qu'il joue en power play d'une équipe qui va aller en demi-finale de play-off, c'est quasi inattendu. Et moi, j'aimerais bien le voir prolonger un petit peu sa carrière. On arrive au terme de cet épisode 33 de la saison 3 de Colfax. Avant de conclure, on s'annonce qu'on se prépare quand même un énorme duel, et je ne parle pas de Lausanne-Zurich, c'est le duel les Puckalistes contre Colfax lundi en fin d'après-midi. Désolé aux copains des Puckalistes, mais on est obligé de sortir un épisode quand même à la veille du début des demi-finales, donc ce sera en même temps que les Puckalistes, mais on trouvera un peu de temps pour écouter les deux, non ? Complètement, ouais, surtout qu'en plus on sera partie prenante de ce lundi Puckaliste. Exactement, je serai sur le plateau et tu seras sur leur Facebook Live. Du coup, on leur fait un petit peu de pub. On y pense rarement, alors voilà, un petit peu de pub pour le Facebook Live des Puckalistes. D'ici là, profitez bien de la fin de ces quarts de finale pour ceux qui sont encore en lice, parce que là on a quand même perdu 2 fanbases, on va dire, entre Bienne et Fribourg ces dernières semaines. Au Lausanne et au Genevois, profitez bien pour certains du repos, pour d'autres de cette fin de série contre Lausanne, et n'hésitez pas à intervenir avec nous, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. On répond toujours avec plaisir quand on a du temps et quand on peut. Et écoutez-nous sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube également, etc. Et d'ici lundi, profitez bien de votre week-end. Bon week-end.